Le jour où j'ai arrêté de la croire n'est pas le jour où elle a menti. C'est le jour où je n'en ai plus rien eu à faire qu'elle le fasse. Je regarde Mélissa s'essuyer le cou avec une serviette dans la cuisine. Son sac de sport est toujours en bandoulière sur son épaule. Elle transpire à travers sa brassière de sport, et il y a quelque chose de différent dans sa façon de bouger maintenant. Prudente, comme si elle se donnait en spectacle pour un public que je ne peux pas voir. « Comment s'est passée ta séance de sport ?» je demande, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. « Super. Je me suis vraiment surpassée aujourd'hui, dit-elle. Elle attrape déjà son téléphone, vérifiant ses messages. Elle vérifie tout le temps ses messages maintenant. 3 m'a montré cette nouvelle routine pour mes fessiers. 3. Elle prononce son nom avec désinvolture, comme si je n'avais pas remarqué qu'elle l'avait mentionné 12 fois cette semaine. Comme si je n'avais pas remarqué la façon dont sa voix s'adoucit quand elle parle de lui. Je ferme mon ordinateur et je la regarde. Je la regarde vraiment. Les rougeurs sur ses joues ne viennent pas seulement de l'exercice. Il y a autre chose. Quelque chose qui me serre la poitrine d'une manière qui n'a plus rien à voir avec l'amour. Tu rentres tard, dis-je. La salle était bondée. J'ai dû attendre pour les machines, répond-elle. Elle se détourne déjà, se dirigeant vers la douche. Je meurs de faim. Tu peux commander quelque chose ? Elle n'attend pas de réponse. La porte de la salle de bain se ferme et j'entends l'eau commencer à couler. Je reste assis là, dans la cuisine, entouré par l'odeur de sa sueur et de ses mensonges, et je réalise que quelque chose de fondamental a changé en moi. Avant, ça me touchait quand elle mentait, je ressentais ce pic d'anxiété, ce besoin désespéré de creuser plus loin. Maintenant, je me sens juste calculateur. La douche coule toujours. Je l'entends chanter pour de vrai, chose qu'elle n'a pas faite depuis des mois. Ce son me donne la chair de poule, non pas parce qu'il est désagréable, mais parce que je sais qu'il n'est pas pour moi. J'ouvre à nouveau mon ordinateur et je commence à taper. Pas des emails professionnels. Des recherches. Des services de vérification d'antécédents. Des détectives privés. Le genre de personnes qui documentent les choses de manière professionnelle, qui transforment les soupçons en faits et les faits en preuves. Le temps que Mélissa sorte de la douche, j'ai déjà envoyé 3 emails. Elle se penche pour m'embrasser le front et je la laisse faire. Ses lèvres sont sèches, distraites. Tu es silencieux ce soir, dit-elle. Je pense juste au travail, dis-je. Tu travailles trop, répond-elle. Elle s'éloigne déjà vers la chambre. Je vais me changer et ensuite on pourra commander à manger. Je la regarde partir, remarquant la façon dont elle emporte son téléphone avec elle. Elle prend toujours son téléphone maintenant. Mon téléphone vibre. Une confirmation par email de Blackstone Investigation. Nous avons bien reçu votre demande et vous répondrons sous 24 heures. Je supprime l'email et j'efface mon historique de navigation. Non pas parce que je cache quelque chose, j'ai dépassé le stade de me cacher, mais parce que j'apprends. J'apprends à être aussi prudent qu'elle, aussi calculateur qu'elle pense l'être. Le plus drôle, c'est que je ne suis pas en colère. Je devrais l'être. Au lieu de cela, je ressens quelque chose de plus froid, de plus tranchant, quelque chose qui a le goût de la stratégie, de la patience et de la satisfaction tranquille d'un plan qui commence à prendre forme. Demain, j'engagerai quelqu'un pour suivre ma femme. Ce soir, je m'allongerai à côté d'elle et je ferai semblant de croire encore en nous. Le rapport de la détective arrive un jeudi matin, livré à mon bureau plutôt qu'à mon domicile. Une femme intelligente, cette Sarah Chen de Blackstone. Elle comprend ce qu'est la discrétion. J'en suis à la 3e page quand je vois le nom et mon café refroidi dans ma main. 3 Daniels. Pas n'importe quel 3. 3 Daniels du lycée Roosevelt. Le même abruti bourré de stéroïdes qui avait l'habitude de me plaquer contre les casiers entre les cours. Le même 3 qui m'appelait le « garçon de l'ordinateur » pendant qu'il échouait en mathématiques de base. Et maintenant, il couche avec ma femme. Je pose le rapport et je fixe les photos ci-jointes. Voilà 3, 22 ans plus tard, toujours bâti comme une armoire à glace, mais avec des cheveux gris parsemant sa coupe en brosse. Toujours ce même sourire arrogant qui me nouait l'estomac d'humiliation. Les photos sont exhaustives. 3 guidant Mélissa lors d'un entraînement, ses mains sur ses hanches. 3 et Mélissa sur le parking du Marriott au centre-ville, la main d'elle sur son torse.
Le pick-up de 3 garé devant notre résidence à 14 h un mardi. Juste après que je sois parti pour mon rendez-vous client. HM. Mais c'est la dernière photo qui me fait trembler les mains. Pas de rage. J'ai dépassé le stade de la rage maintenant. De quelque chose de plus froid. Elle a été prise à travers la fenêtre de notre chambre. 3 est dans mon lit, dans mes draps, et Mélissa le chevauche comme si elle revendiquait un territoire. Son dos est cambré, sa tête rejetée en arrière, et elle a l'air plus vivante qu'elle ne l'a été depuis des mois. Plus vivante qu'elle ne l'a jamais été avec moi. Je ferme le rapport et me dirige vers la fenêtre de mon bureau. 15 étages plus bas, la ville bourdonne avec le trafic, l'activité et des gens qui ne savent probablement pas que leurs harceleurs du lycée sont en train de détruire leur vie. Mon téléphone vibre. Un SMS de Mélissa. Je finis tard encore ce soir. Ne m'attends pas, je fixe le message pendant un long moment, puis je le supprime sans répondre. La rage devrait monter maintenant. Les cris, la confrontation, la scène dramatique. C'est ce que l'ancien Jack aurait fait. Mais il n'est plus question d'équité désormais. Il est question de 3 Daniels qui pensent pouvoir prendre ce qui est à moi. Encore une fois. J'ouvre mon ordinateur et je commence à taper. Pas un email furieux à Mélissa. Une demande soigneusement formulée à Mitchell et Associés, le cabinet d'avocats qui s'est occupé de notre contrat de mariage. J'ai besoin de comprendre exactement avec quoi je compose. Le contrat de mariage était l'idée de Mélissa, en fait. Elle s'était brûlé les ailes dans une relation précédente et voulait protéger ses biens. L'ironie est exquise. Elle est sur le point de découvrir que le document qu'elle a absolument voulu signer va être l'instrument de sa destruction. Je passe l'heure suivante à faire des recherches sur la situation actuelle de 3. Les réseaux sociaux rendent cela facile. Il a 15 000 abonnés sur Instagram, qui le regardent tous contracter ses muscles et prendre la pose. Il a une licence commerciale pour Daniels Fitness Solutions qui a été déposée il y a 6 mois. 6 mois. Pile au moment où Mélissa s'est inscrite à cette salle de sport. Je creuse davantage. L'ex-femme de 3, Rebecca, a divorcé de lui il y a 2 ans. Les documents judiciaires dressent un tableau intéressant. Appel pour troubles domestiques. Demande d'ordonnance restrictive. Un schéma comportemental qui suggère que 3 n'a pas perdu sa tendance du lycée à la violence. Parfait. Quand je rentre chez moi ce soir-là, j'ai installé 3 nouveaux logiciels sur mon ordinateur. L'un suit toute l'activité Internet sur notre réseau domestique, un autre surveille l'utilisation des téléphones, le 3e enregistre l'audio de tout appareil connecté à notre Wi-Fi. J'ai fini d'être le mari confiant. J'ai fini d'être la victime. Le fichier audio arrive dans ma boîte de réception à 3h47 un mardi. Je suis réveillé parce que je suis resté éveillé toutes les nuits depuis 2 semaines pour surveiller, documenter, cataloguer la destruction systématique de mon mariage. Le message de Sarah Chen est bref. J'ai pensé que vous devriez entendre ça. Enregistré hier après-midi au Marriott. Je branche mes écouteurs et j'appuie sur lecture. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire à quel point c'est bon, dit la voix de Mélissa, essoufflée et satisfaite. Tu mérites de te sentir bien, répond 3. Tu mérites quelqu'un qui te voit vraiment. Jake ne me voit plus. Il est tellement plongé dans son travail. Je suis comme un meuble pour lui, continue-t-elle. C'est son problème. Quand on sera ensemble, quand on fera enfin les choses bien, il saura exactement ce qu'il a perdu, répond 3. Il y a une pause remplie d'un silence intime. À ce propos, dit Mélissa, et quelque chose dans son ton me fait me pencher en avant. J'ai parlé à Sandra au cabinet. Elle pense que je pourrais lui prendre au moins la moitié de tout. Peut-être plus si j'arrive à prouver la négligence. La négligence, demande 3. La négligence émotionnelle? Il travaille tout le temps, il ignore mes besoins. Sandra dit que je pourrais plaider qu'il a fondamentalement abandonné le mariage, explique-t-elle. Mon sang se glace. Le contrat de mariage. Le document sur lequel elle a insisté. De combien on parle, demande 3. L'appartement vaut 800 000. Son entreprise vaut probablement le double, plus ses investissements, son épargne retraite, tout ça. Il manque trop de cran pour se battre. Il me cédera la maison par culpabilité, dit-elle. 3 rit, d'un rire grave et méchant. Sans cran? Ouais, je me souviens de ça à propos du garçon de l'ordinateur.
Il se pissait dessus quand je le coinçais près des casiers. Tu le connaissais au lycée, demande-t-elle. Jake Whitmore, petit intello gringalet qui se croyait plus intelligent que tout le monde. Je lui ai fait vivre un enfer pendant 2 ans, répond-il. Et maintenant, tu couches avec sa femme, dit Melissa, la voix satisfaite, presque fière. Maintenant je couche avec sa femme et elle est sur le point de le ruiner au tribunal pour le divorce, répond 3. Ils rient tous les deux et se sont me fait trembler les mains. Pas de peur, j'ai dépassé le stade de la peur maintenant, de quelque chose de beaucoup plus froid. Il est tellement confiant, continue Melissa. Tellement naïf. Il croit vraiment à toutes mes excuses. La semaine dernière, je lui ai dit que je dînais avec ma sœur et il s'est contenté de hocher la tête et de sourire. Qu'est-ce qui se passera quand il le découvrira, demande 3. Il ne le découvrira pas. Et même si ça arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'est pas le genre à faire une scène. Il va juste s'écraser comme il le fait toujours, répond-elle. Je retire les écouteurs et les pose soigneusement. Mes mains ne tremblent plus. Mon esprit est limpide, tranchant comme une lame. Il croit me connaître. Il croit que je suis toujours le gamin effrayé du lycée, toujours le mari confiant qui croit au moindre mensonge. Ils prévoient de me détruire et ils en rient. Mais ils ne savent pas pour les caméras. Ils ne savent pas pour les enregistrements audio. Ils ne savent pas pour la clause du contrat de mariage qui invalide l'intégralité du document si l'une des parties commet un adultère. Plus important encore, ils ne savent pas que j'ai cessé d'être une victime au moment même où j'ai entendu Melissa murmurer « Je t'aime aussi » à un autre homme. J'ouvre mon ordinateur et je commence à taper une demande soigneusement formulée au cabinet d'avocats qui s'est occupé de notre contrat de mariage, en demandant des éclaircissements sur la clause d'adultère. Ensuite, j'appelle Rebecca Daniels. Allô? Sa voix est méfiante. Il est 4 heures du matin, mais elle répond quand même. Rebecca, c'est la personne qui vous a envoyé un email à propos de 3 Daniels. Je suis désolé d'appeler si tard, mais je crois que je suis dans le pétrin, dis-je. Quel genre de pétrin, demande-t-elle. Votre ex-mari sort avec ma femme, et je crois qu'il prévoit de me détruire, expliquai-je. Il y a une pause. Quand elle reprend la parole, sa voix est plus dure. Où êtes-vous? Il faut qu'on parle, dit-elle. La confrontation a lieu un samedi matin d'octobre. Je suis dans mon bureau quand j'entends la porte d'entrée s'ouvrir. Jake appelle la voix de Melissa, mais elle est différente, confiante, autoritaire. Il faut qu'on parle. Je sauvegarde mon travail et je ferme l'ordinateur. Par la fenêtre, je peux voir le pick-up noir de 3 dans notre allée. Je me dirige vers le salon et je m'arrête dans l'encadrement de la porte. Melissa se tient près du canapé, les bras croisés. 3 est à côté d'elle, plus imposant qu'il n'en avait l'air sur les photos, ses bras épais couverts de tatouages. Salut, le garçon de l'ordinateur, dit 3, avec ce même sourire méchant. Ça fait un bail. 3, répondis-je, en gardant une voix neutre. Je vois que tu as rencontré ma femme. Oh, j'ai fait plus que la rencontrer, dit-il. Nous avons appris à très bien nous connaître. Il passe son bras autour des épaules de Melissa, et elle lève le menton pour croiser mon regard. Jake, il faut qu'on parle de notre situation, dit-elle. Notre situation, je répète. Le mariage est terminé, déclare-t-elle. Nous le savons tous les deux. 3 s'avance. Voici comment ça va se passer. Tu as 2 choix. Tu peux être intelligent sur ce coup, ou tu peux être difficile. J'écoute, dis-je. Option 1, tu fais tes affaires et tu te casses. Tu signes tous les papiers que l'avocate de Melissa te donne, tu partages tout à 50-50e et tu disparais, explique-t-il. Et l'option 2, je demande. Le sourire de 3 s'élargit. L'option 2, c'est que tu rends ça difficile pour tout le monde. Tu contestes le divorce, tu portes des accusations, tu fais traîner ça au tribunal, et ensuite Melissa et moi on te rend la vie très inconfortable. Inconfortable comment, je demande. Tu te souviens de comment j'étais au lycée? Je me suis amélioré depuis, dit-il. Je regarde Melissa, qui observe cet échange avec quelque chose qui ressemble à de l'excitation. Que veux-tu, Melissa, je demande. Je veux que tu sois raisonnable. Nous pouvons tous les deux nous en sortir avec notre dignité intacte, dit-elle. J'hoche lentement la tête, comme si j'analysais leur offre. Je comprends, dis-je.
Mais avant de prendre une décision, j'aimerais vous montrer quelque chose. Je me dirige vers le meuble télé et je prends la télécommande. Derrière moi, j'entends 3 changer d'appui. Jake, dit Mélissa, la voix prudente. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, répondis-je. J'appuie sur un bouton et la télé de 65 pouces s'allume. L'écran se remplit d'images de notre chambre, datant d'il y a 3 semaines. Mélissa est sur 3, le dos cambré, la tête rejetée en arrière. Le son est d'une clarté cristalline. D'où Jésus, souffle 3. Le visage de Mélissa devient livide. Jake, où as-tu eu ça? Je l'ai enregistré, celui-ci et environ 40 autres du même genre, dis-je. J'appuie sur un autre bouton. Des images de chambres d'hôtel, de voitures, des enregistrements audio de leurs appels téléphoniques, de leurs séances de planification, de leurs discussions sur la façon de me détruire financièrement. Espèce de grand malade, grogne 3. Tu nous as espionnés? J'ai documenté la conspiration visant à m'escroquer de mes biens. C'est tout là, 3. Chaque mensonge, chaque complot, chaque moment de votre touchante romance, expliquai-je. Mélissa s'effondre sur le canapé. Tu ne peux pas utiliser ça. C'est illégal. En fait, je peux. C'est chez moi et j'ai parfaitement le droit d'enregistrer ce qui s'y passe, répondis-je. 3 fait un pas vers moi, les poings serrés. Espèce de petit. Tu te crois très malin, n'est-ce pas? Je crois que je suis préparé, dis-je. Je plonge la main dans ma poche et j'en sors un petit appareil. Il ressemble à un bip de clé de voiture, mais c'est en fait une télécommande pour le coffre-fort caché derrière la bibliothèque. Tu vois, 3. J'en ai beaucoup appris sur toi. Ton schéma comportemental, tes antécédents de violence. Rebecca t'envoie le bonjour, au fait. Son visage s'assombrit. Rebecca? Tu as parlé à Seth. J'ai parlé à ton ex-femme, oui. Elle m'a beaucoup renseigné sur tes méthodes, ton tempérament, ton habitude de menacer les gens, répondis-je. J'appuie sur le bouton de la télécommande. Derrière moi, le léger vrombissement du coffre-fort caché qui s'ouvre. Elle m'a aussi dit que tu as tendance à en venir aux mains quand tu es acculé, continuai-je. Le visage de 3 est rouge maintenant, les veines saillantes. Tu crois que tu peux me menacer? Je n'essaie pas de te faire peur, 3. J'essaie de t'éduquer, dis-je. Il se jette sur moi, exactement comme je savais qu'il le ferait. Je l'esquive facilement et je plonge la main dans le coffre, en sortant le Glock 19 que j'ai acheté il y a 6 semaines. 3, dis-je calmement, arrête. Il se retourne, voit l'arme, et se fige. Mélissa hurle. Musique, maintenant, on peut en discuter comme des adultes ou tu peux continuer à te comporter comme la brute que tu étais au lycée. C'est toi qui choisis, dis-je. Tu ne me tireras pas dessus, dit 3, mais sa voix manque de conviction. Tu as raison. Je n'ai pas envie de te tirer dessus. Je veux que tu quittes ma maison et que tu disparaisses de ma vie. Mais si tu m'obliges à me défendre, je le ferai, répondis-je. Les yeux de 3 vont de moi à l'arme, calculant ses chances. Baisse cette arme, Jake, dit Mélissa. C'est de la folie. Ce qui est fou, c'est de penser que vous pouviez détruire ma vie et que j'allais simplement l'accepter. Ce qui est fou, c'est de croire que je suis la même victime impuissante qu'il y a 20 ans, répondis-je. Je me dirige vers le meuble télé et je prends une enveloppe Kraft. Ce sont des copies de tout. L'une ira à ton agent de probation. Oui. Je suis au courant pour l'accusation d'agression. Une autre ira à la commission sportive de l'État avec les preuves de ta consommation de stéroïdes. Une troisième ira aux impôts avec la documentation de tes revenus non déclarés. Le visage de 3 devient livide. Tu ne peux pas, je peux, et je le ferai, à moins que tu ne disparaisses aujourd'hui, pour toujours, l'interrompis-je. 3 se redresse en essayant de sauver sa dignité. Tu crois avoir gagné? Elle ne t'aime pas, Jake. Elle ne t'a jamais aimé. Je sais, dis-je. Je le sais depuis des mois. La différence, c'est que je n'en ai plus rien à faire. Sortez, continuai-je. Tous les deux. Tu as 10 minutes pour prendre ce dont tu as besoin, Mélissa. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça, proteste-t-elle. En fait, je peux. Le bail est à mon nom et, grâce à votre complot,
tu as violé la clause de cohabitation de notre contrat de mariage, expliquai-je. 3 attrape le bras de Mélissa. Viens. On n'a pas besoin de 7. Mais elle se dégage brusquement et je vois la peur vaciller dans ses yeux, pas de moi. De lui. 3, dit-elle avec hésitation. On devrait peut-être en parler. Parler de quoi? Il nous a sur cassette. Il a des preuves. On est foutu, répond-il. Mais on peut toujours être ensemble, commence-t-elle. Avec quel argent? Tu crois que je vais t'entretenir pendant que tu te bats au tribunal, l'interrompt-il. Et voilà. Le moment où elle réalise que son chevalier en armure étincelante n'est qu'un prédateur de plus. Tu me quittes, murmure-t-elle. Je me sauve moi-même, corrige 3. Il se dirige vers la porte et après un moment d'hésitation, Mélissa le suit. Elle s'arrête sur le seuil. Je t'ai vraiment aimé, dit-elle. Au début. Je sais, répondis-je. Mais l'amour ne suffit pas quand on a affaire à quelqu'un qui ne sait pas être fidèle. Ils partent et je les regarde par la fenêtre se disputer dans l'allée. Pendant que 3 s'éloignent en voiture sans elle. Pendant que Mélissa reste plantée là, réalisant qu'elle a tout perdu. Je n'ai pas pitié d'elle. Je me sens juste propre. Comme si j'avais enfin amputé un membre malade. La procédure de divorce dure exactement 6 semaines. L'avocate de Mélissa jette un coup d'œil aux preuves et recommande un règlement immédiat. Les enregistrements de Mélissa discutant de ses plans pour me ruiner passent très mal devant le tribunal des affaires familiales. Votre cliente n'a pas de dossier, dit mon avocat à Sandra lors de la médiation. La clause d'adultère invalide entièrement le contrat de mariage. La conspiration pour fraude l'expose à des poursuites pénales. Mélissa est assise en face de moi, l'air plus petite que dans mes souvenirs. Elle a perdu du poids, des cernes sombres se sont creusées sous ses yeux. Je suis prêt à être raisonnable, dis-je. Elle peut garder sa voiture, ses bijoux, ses effets personnels. Je lui paierai même son assurance maladie pendant 6 mois. Madame Whitmore espérait une pension alimentaire, dit prudemment Sandra. Sur la base de quelle contribution, demande mon avocat en faisant glisser un dossier sur la table. Les dépenses ménagères qu'elle a accumulées en ayant une liaison. Les cartes de crédit qu'elle a plafonnées en achetant de la lingerie pour son petit ami. Sandra examine les documents, le visage blêmissant. J'ai besoin de m'entretenir avec ma cliente. Elles sortent. Par la fenêtre, je peux voir Mélissa faire les 100 pas, se disputant avec son avocate. Elle va accepter l'accord, dit mon avocat. Sandra est assez intelligente pour savoir quand une affaire est sans espoir. Et 3, je demande. La police s'intéresse à ses pratiques commerciales. Vendre des stéroïdes sans ordonnance reste un crime fédéral, répond-il. J'observe Mélissa à travers la vitre, je vois le moment où Sandra lui annonce la mauvaise nouvelle. Ses épaules s'affaissent, et elle me regarde par la fenêtre. Pendant un instant, je vois quelque chose qui pourrait être du regret. Elles reviennent. Le visage de Sandra est d'une neutralité professionnelle, mais vaincue. Ma cliente accepte les termes, dit-elle. Mais, elle aimerait faire une déclaration. Je veux dire que je suis désolé, dit Mélissa en me regardant droit dans les yeux. Pour tout. Pour les mensonges, la tromperie, la préméditation. Je sais que ça ne change rien, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. C'est noté, dis-je. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. 3 me donnait l'impression que je valais quelque chose. Je me suis laissé emporter par ce sentiment, continue-t-elle. Tu as perdu de vue ce qui est bien et ce qui est mal, je corrige. Tu as perdu de vue le fait que j'étais un être humain qui méritait l'honnêteté. Elle tressaille. Tu as raison. Et je vais devoir vivre avec ça. Oui, dis-je, en effet. Les papiers sont signés 20 minutes plus tard. Mélissa sort avec rien d'autre que son sac à main et les vêtements qu'elle porte. 3 semaines plus tard, je suis dans mon nouvel appartement quand Sarah Chen m'appelle. 3 Daniels a été arrêté ce matin. Les agents fédéraux ont trouvé assez de stéroïdes pour approvisionner une petite armée, m'informe TL. Il risque combien de temps, je demande. 5 à 10 ans, minimum. Les accusations de fraude sont toujours en cours, répond-elle. Et Mélissa, je demande. Elle travaille dans une chaîne de restaurants comme serveuse, et vit dans un studio, dit-elle. J'assimile cela sans émotion. La femme qui pensait qu'elle allait me détruire prend maintenant les commandes d'inconnus.
Rebecca Daniels voulait que je vous remercie, continue Sarah. Elle a dit que vous lui aviez donné quelque chose qu'elle ne pensait jamais avoir. C'est-à-dire, je demande. La justice, répond-elle. La maison du lac est située sur un terrain de 16 hectares dans la nature sauvage du Wisconsin, à 2 heures de la ville et à toute une vie de tout ce que j'étais avant. Je l'ai acheté avec l'argent de la vente de l'appartement en centre-ville où Melissa et 3 pensaient pouvoir m'humilier. Cela fait 8 mois depuis le divorce. 8 mois à me reconstruire, à apprendre à faire confiance au silence, à découvrir ce qu'est la paix quand on n'attend pas la prochaine trahison. Mon entreprise de cybersécurité est florissante. Il s'avère que, quand on n'est pas distrait par une femme menteuse, on peut se concentrer sur des choses qui comptent vraiment. Les mêmes compétences que j'ai utilisées pour les attraper, la surveillance, l'informatique légale, la reconnaissance de schémas, me font gagner plus d'argent aujourd'hui que je ne l'aurais jamais imaginé. Je ne sors pas beaucoup. La confiance est un luxe que je ne peux pas encore m'offrir. Mais j'ai eu quelques relations sans lendemain, des femmes qui comprennent que je ne cherche rien de sérieux, qui apprécient l'honnêteté plus que la romance. Je suis sur la terrasse ce matin en train de boire un café et de regarder le lever du soleil quand le camion postal arrive. Le chauffeur dépose un petit paquet et repart. Le paquet vient de Chicago, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur se trouve une simple enveloppe, en papier luxueux, avec mon nom écrit de la main de Melissa. Je la fixe un long moment. Une part de moi veut la brûler immédiatement. Une autre part est curieuse de savoir ce qu'elle pense avoir à dire. Je m'approche de la fenêtre. Le lac est calme, lisse comme un miroir, reflétant parfaitement le ciel. C'est à ça que ressemble la paix. L'immobilité. Le calme. L'absence de chaos. Je retourne à la table et j'ouvre l'enveloppe. Jake, je sais que tu n'as probablement pas envie d'avoir de mes nouvelles. Je sais que je ne mérite rien de ta part, mais j'ai besoin que tu saches que je pense à ce que j'ai fait chaque jour qui passe. Je pense à la façon dont je t'ai blessé, dont je t'ai trahi. Dont j'ai jeté la meilleure chose qui me soit jamais arrivée pour quelqu'un qui n'en avait même pas assez à faire pour rester. Je n'écris pas ça pour te demander pardon. Je sais qu'il n'y a pas de retour en arrière. J'écris parce que j'ai besoin que tu saches que je comprends. Maintenant. Je comprends ce à quoi j'ai renoncé, ce que j'ai perdu. 3 n'a jamais été l'homme que je croyais. C'était juste quelqu'un qui savait me dire ce que je voulais entendre. C'est de ma faute, pas de la tienne. Tu m'as aimé de façon constante, fidèle. Complète. C'est moi qui avais besoin d'une validation constante. Je sais maintenant que l'amour, ce n'est pas se sentir spécial. C'est se sentir en sécurité. C'est savoir que quelqu'un restera, qu'il te choisira même quand tu n'es pas au mieux de ta forme. Tu m'as donné ça. Et je l'ai jeté. Je travaille maintenant, j'essaie de me reconstruire. C'est dur, et je mérite probablement chaque difficulté, mais j'apprends ce que cela signifie d'être seul. D'être responsable de mon propre bonheur. Je ne m'attends pas à ce que tu t'en soucies. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends ce que je t'ai fait, et que j'en suis désolé. Pas désolé parce que je me suis fait prendre, mais désolé parce que j'ai blessé quelqu'un qui ne méritait pas de l'être. J'espère que tu es heureux. J'espère que tu as trouvé la paix. J'espère que tu m'as oublié. Melissa. Je lis la lettre 2 fois, puis je retourne à la fenêtre. Les huards s'appellent d'un bout à l'autre de l'eau. Les mots de Melissa sont probablement sincères. Elle a probablement appris des choses, mûries d'une façon dont elle n'avait jamais eu besoin quand elle était mariée à quelqu'un qui rendait sa vie confortable, mais sa sincérité ne change rien. Son évolution n'annule pas les dégâts. Je me dirige vers la cheminée et je craque une allumette. La lettre s'enflamme immédiatement, se recroquevillant sur les bords, se transformant en cendres. Je ne me sens pas en colère. Je ne me sens pas triste. Je ne ressens rien à part la satisfaction tranquille qui vient du fait de savoir que je me suis mis hors de portée de ces mots. Elle m'a appris que l'amour peut mentir, que la confiance peut être transformée en arme, que les personnes les plus proches de vous peuvent être les plus dangereuses. Je lui ai appris que les actes ont des conséquences, que les choix ont un prix, que certains ponts ne pourront jamais être reconstruits. Le feu s'éteint, et je balais les cendres dans la cheminée. Dehors, les huards sont devenus silencieux, et le lac est parfaitement immobile. J'ai du travail aujourd'hui. Un nouveau client, un PDG qui pense que son associé détourne des fonds.
C'est le genre de cas dans lequel je me spécialise maintenant, des gens qui font confiance à la mauvaise personne, qui ont besoin de quelqu'un pour documenter la vérité. Je suis doué pour ce travail. Mieux que doué. Je suis en train de devenir une sorte de légende, le gars capable de trouver des preuves qui ne veulent pas être trouvées. Le téléphone sonne. C'est Maria, qui appelle de Madison. Comment te traite la vie d'ermite, demande-t-elle. Je ne peux pas me plaindre. La vue est belle, et la compagnie est encore meilleure, répondis-je. La compagnie? Je devrais être jalouse, demande-t-elle. Juste moi et les huards. Ce sont d'excellents partenaires de conversation, dis-je. Elle rit. Je monte ce week-end. J'apporterai du vin. Ça m'intéresse, répondis-je. Bien. Tu as quelque chose de mieux que la sagesse. Tu as la paix. C'est plus rare, dit-elle. Après qu'elle ait raccroché, je reste assis dans le calme et je repense à ce qu'elle a dit. La paix. Oui. C'est ce que j'ai maintenant. Pas le bonheur, exactement, mais la paix. L'absence de chaos, d'incertitude, de gens qui veulent se servir de moi. J'ai appris à m'en contenter. La paix, ce n'est pas le pardon. C'est la décision d'arrêter de laisser les choix des autres définir votre vie. Le soleil est plus haut à présent, brûlant la brume matinale. Je prends une gorgée de café et je souris. Quelque part à Chicago, Melissa commence probablement son service au restaurant. Quelque part ailleurs, Troy compte les jours jusqu'à son procès. Et moi, je suis là, dans ma forteresse de solitude, à boire du café, à regarder le lever du soleil et à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, je suis complètement, absolument libre. Elle m'a appris que l'amour peut mentir. Je lui ai appris que le silence peut crier plus fort que la vengeance. Et maintenant, enfin, il n'y a plus rien à dire. Et voilà, nous avons atteint la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris une tournure que vous n'avez pas vu venir? Je suis curieux de connaître votre avis. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous, et lançons la discussion. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici, ou si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte de nouvelles histoires captivantes tous les jours. Alors, cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, et on se voit dans la prochaine vidéo.